Vous avez perdu des amis. Vous avez été trahi. Vous avez été trompé. Vous aimeriez l'oublier. Vous avez été piégé à 2 reprises. Vous n'avez pas de chance avec les hommes politiques, les policiers et les militaires. Les gens en uniforme vous portent malheur. C'est vrai. C'est comme ça. Chaque fois que vous les fréquentez, le conte de fées se transforme en cauchemar. Battez les cartes. Coupez. Voilà le 0. Vous allez redevenir un personnage public. Vous avez vécu longtemps sur une île déserte. Et vous revenez pour exposer aux gens des phénomènes inconcevables. Vous allez toucher le gros lot dans peu de temps. Quand un homme est tellement absorbé par les idées, il est vulnérable. Ils se sentent menacés. J'en ai vu qui réussissaient. Jusqu'au jour où tout vous est égal. À ce moment-là, vous leur confisquez leur pouvoir. Quand on n'a plus rien à perdre, voilà la clé de votre succès. C'est ce que disent les cartes. Il déborde d'énergie ce matin. Martin Armstrong, responsable d'un des plus vastes systèmes de Ponzi de l'histoire, est de retour. Il a escroqué 700 millions de dollars à des investisseurs et purgé 11 ans en prison pour cela. Aujourd'hui, sur Internet, ses admirateurs font l'éloge de ses idées. Jim Rogers, qui investit dans les matières premières, est l'un de ses fans. Il admire Armstrong pour son érudition historique et sa vision. Son site web totalise 200 000 visiteurs par mois. Mon père était seul pour nous élever. Il a fait de son mieux. Il nous emmenait à l'école. Il m'emmenait faire du cheval. Il était toujours là pour nous. Son travail, c'était plus que du travail. C'était sa passion, sa raison de vivre. La nuit, quand nous dormions, il travaillait. Il travaillait partout et tout le temps, dès qu'il avait un instant de libre. Quand il partait en voyage, ma grand-mère s'occupait de nous pour quelques jours. That's all right. All right, I'll be back around 3. I'll see you later.
Quand je suis sorti de prison, un de mes anciens collaborateurs m'a dit « Marty, le monde de la finance a changé. Estime-toi heureux si tu rassembles 25 personnes. » Bonjour, je m'appelle Danielle. Je suis l'assistante de Monsieur Armstrong cette semaine. Pourriez-vous me donner votre adresse de courriel? Tout à fait. Oui, bonne journée. J'ai répondu « Vraiment? Oui, tu n'auras plus autant de monde qu'avant. » J'ai été totalement surpris. Des gens que je n'avais pas vus depuis des lustres étaient venus des 4 coins du monde. Je leur ai demandé « Pourquoi êtes-vous venus de si loin ?» Ils m'ont répondu « Pour être sûr que c'était bien toi. » Il a été libéré en septembre et il a organisé un séminaire tout seul, sans l'aide de personne. Il m'a dit « Je vais faire un séminaire ». Moi, je lui dis « Tu es sûr d'être prêt? Tu viens de sortir de prison ». Il ne s'attendait pas à un tel succès. Il avait engagé Daniel une semaine auparavant. Quand je l'ai vu sur cette estrade, c'était comme s'il n'avait jamais été arrêté. Bonjour, je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur Martin Armstrong. Martin gérait des fonds équivalents à la moitié de la dette publique américaine. Il a commencé à gagner de l'argent en collectionnant les timbres et les monnaies rares. Cette passion a fait de lui un adolescent millionnaire. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter notre invité, Monsieur Martin Armstrong. Bienvenue à Philadelphie. Je suis Martin Armstrong. Nous savons qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On ne peut pas emprunter indéfiniment sans avoir l'intention de rembourser. Si nous subissons cette crise, c'est parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, les gouvernements ont considéré qu'ils pouvaient emprunter tant qu'ils voulaient, sans jamais avoir à rembourser. Le seul pays qui ait remboursé sa dette, c'est la Roumanie, en 1980. C'est le seul contre-exemple que j'ai trouvé depuis 6000 ans avant Jésus-Christ. Les marchés ne veulent plus de la dette souveraine. Les gouvernements sont les seuls qui ne remboursent jamais leurs dettes. Les dettes souveraines sont reconduites d'année en année. Si vous passez par Princeton, venez nous voir. Nous avons une collection d'obligations d'État du monde entier. Des obligations qui n'ont jamais été remboursées. Vous comprendrez ce qu'est un défaut sur une dette souveraine. Les gouvernements s'affranchissent des lois en considérant qu'il y aura toujours des contribuables qui paieront. Ils prennent votre argent pour le donner à d'autres. Cela devient un problème quand il y a plus de gens à rembourser que d'individus à imposer. Les grandes crises se produisent parce que l'histoire montre que ces systèmes finissent toujours par s'effondrer. Et maintenant, nous sommes à la veille d'un défaut majeur de paiement. Qui va pouvoir les tirer d'affaire? Il n'y a plus personne. Ce système a atteint ses limites et va exploser. Faites l'expérience vous-même. Allez voir votre banquier et dites-lui « Je veux emprunter 1 000 € chaque mois. Quand allez-vous nous rembourser? Jamais. » Bonne chance. Personne ne gère ses affaires ou sa vie comme ça. Quand ils en auront fini avec l'Europe, ils se diront « Quel est le suivant ?» À mon avis, ce sera le Japon. Après ça, ils se tourneront vers le dollar. Voilà ce qui nous attend. J'aimerais leur dire « Réveillez-vous. Identifiez le problème pour pouvoir le régler de manière rationnelle. Si vous pensez pouvoir continuer comme avant, que va-t-il se passer? Le système finira par craquer. Personne n'a jamais échappé à cette logique.
J'ai fait la connaissance de Martin en 1980. J'ai assisté à l'une de ses conférences à Princeton, dans le New Jersey. À l'époque, il faisait des prévisions singulières. Il prévoyait un krach boursier pour 1987, bien avant que cela ne se produise. C'était choquant. Personne ne voulait envisager les événements qu'il annonçait. Et puis en octobre 1987, surprise, les marchés boursiers subissent une crise majeure. Alors que les marchés s'effondraient, il déclarait qu'il allait atteindre de nouveaux sommets à la fin de 1989. Tout le monde l'a pris pour un cinglé. Et en 1989, le marché boursier américain atteignait des valeurs records. C'était inexplicable. Je suis convaincu que cet homme n'a rien fait de mal. Et même si c'était le cas, il ne méritait pas d'être traité comme ça. Les journaux disaient qu'il avait volé des milliards de dollars. Il m'a dit, « Maman, je n'ai pas fait ça. Je n'ai volé personne. » Quand il était gamin, il entrait à l'école, il a commencé à épargner des pièces de monnaie. Quand je rentrais des courses, il me demandait « Maman, je peux voir ta monnaie ?» Il vidait mon porte-monnaie et prenait les pièces qu'il voulait. Il avait fini par en avoir une belle collection. Je lui ai dit « Cette collection est à nous deux. » Un jour, mon mari nous a dit « On va faire un voyage en Europe. » Dans chaque ville, Martine nous disait « Emmenez-moi dans une boutique numismatique. » Voilà comment il a constitué sa vaste collection. Il s'est mis à acheter de l'or et de l'argent. Mon mari le voyait gagner beaucoup d'argent tout seul. Un jour, il rentre à la maison au volant d'une voiture de sport. Je lui ai demandé « C'est quoi cette voiture ?» Je l'ai achetée. Tu l'as acheté avec quoi? Avec l'argent que j'ai épargné. Il avait une voiture de sport. Il ne voulait pas faire d'études supérieures. Pourquoi devrais-je aller à l'université? Je gagne bien ma vie. Son père lui a dit « Il faut que tu travailles. Tu ne vas pas arrêter tes études. » Il l'a inscrit dans une formation d'informatique. L'instructeur nous a présenté une énorme machine qui faisait la moitié de cette pièce et nous a dit « Avant de passer votre diplôme, il va falloir connaître toutes les pièces de cet ordinateur. » Il suffisait de la voir pour se dire « Impossible ». Notre prof d'histoire nous avait passé un film qui m'avait vraiment impressionné. Jim Fisk, qui manipulait le cours de l'or en 1869, va voir sa petite amie et lui dit « Josie, l'or a atteint 162 $. » Josie, 162 and a half. Je me dis « Quelle blague, l'or est à 35 $. » Je vais à la bibliothèque pour voir l'historique des cours et effectivement, en 1869, l'or est à 162 $. De toute évidence, la progression linéaire que l'on m'avait enseignée était fausse. Toutes les valeurs variaient au fil des siècles. Mon père était un homme très prudent. Il me dit « Tu spécules trop sur les matières premières, tu devrais acheter des actions. » Je l'ai écouté. J'ai acheté des Fidelity Trend au plus haut, à 54 $, et je les ai vus dévisser à 7 $. J'ai dit à mon père, c'est comme ça que les gens prudents gagnent de l'argent? C'est à ce moment-là que je me suis dit, qu'est-ce qui provoque ces variations? Imaginons un ordinateur qui enregistre ces données. Soudain, cette énorme machine devenait intéressante.
Je me suis dit que je pouvais concevoir un système qui compilerait les données sur des siècles pour prédire l'avenir. J'ai fait la connaissance de Marty il y a 40 ans. Il avait une boutique numismatique à Robbinsville, au New Jersey. Il était installé dans un centre commercial. Moi, j'avais un magasin ici. Je venais de construire une galerie marchande. On se faisait concurrence. Il passait une annonce et moi, j'augmentais mes prix et il me suivait. C'était normal, on faisait des affaires, cela n'avait rien de personnel. Après le négoce de pièces, il s'est lancé dans le commerce de l'or. Il avait une énorme chambre forte, très impressionnante. On pouvait la voir de la rue. Tous les événements historiques sont illustrés par la création de monnaies. Les monnaies ont une grande qualité. Contrairement aux bâtiments qui s'effondrent, aux documents qui disparaissent, les monnaies traversent les siècles. Nous avons étudié toutes les pièces de monnaie, leur métal et leur poids. Cela nous a donné une base de données qui remontait à 6000 ans. À Noël, Marty était toujours très généreux avec les gens qui travaillaient pour lui. Une heure avant la fermeture, le jour de Noël, il débarquait dans ma boutique et achetait comme un fou des cadeaux somptueux pour ses employés et sa famille. C'était un homme très généreux. Il faisait toujours les choses en grand. Nous avions 240 personnes dans le monde entier qui notaient les cours des valeurs. Notre ordinateur compilait tous les prix dans le monde entier. Notre entreprise a pris de l'importance en développant des bases de données sur presque toutes les valeurs. Nous suivons le cours quotidien de toutes les monnaies, même la roupie indienne depuis 1900. Pour les grandes monnaies, nos bases de données remontent au XVIIIe siècle. Tous ces chiffres, curieusement, sont liés. On peut suivre leur évolution comme un ballet. Comme une pièce de Shakespeare que l'on jouerait depuis des siècles. Les acteurs changent, mais l'intrigue est toujours la même. J'ai découvert une liste de crises financières. 26 crises sur une période de 224 années. Si on divise 224 par 26, on obtient 8,6. Cela donnait le nombre pi, 3141 jours, soit 8,6 ans. Ces périodes s'organisent en 6 vagues de 51,6 années. Ces 6 vagues forment 6 vagues majeures de 309 ans. Mon sang, c'est le cycle parfait. J'ai fait la connaissance de Marty au bureau de Princeton Economics à Tokyo. Nous discutions de sa vision de l'économie, comment, en partant des variations des monnaies, il avait conçu son modèle et développé ses idées. Je m'intéresse à la technologie de l'information depuis l'âge de 14 ans. Marty connaît aussi ce domaine. Il maîtrise parfaitement l'informatique. Nous disposons d'un modèle. Nous avons identifié un cycle. Et nous avons appliqué ce modèle à la finance. Pi est un nombre fondamental. C'est un nombre omniprésent dans l'univers. Sa compréhension du concept de pi et de son impact sur les cycles de la société était mystérieuse. Ses prévisions collaient au centime près. Whatever the reason, there came a wave of selling and the 2,000 men on the floor of the New York Stock Exchange trying to keep up with sell orders. Je suis prêt.
Je m'appelle Mike Campbell. Si vous avez des enfants, j'aimerais vous dire quelques mots. Malheureusement, il y a de trop nombreux exemples qui prouvent que nous voulons faire payer à la nouvelle génération la montagne de dettes accumulées aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Mes enfants et les vôtres ne méritent pas de voir les jeunes Canadiens payer pour leurs aînés. Je m'appelle Mike Campbell, vous écoutez Parlons d'argent comme tous les samedis. Au début des années 80, des amis m'ont dit « Tu devrais venir écouter Martin Armstrong ». Il a prédit le plafond de l'indice Nikkei en décembre 1989. Il l'a écrit très clairement et ce jour-là, il m'a aussi appelé. Il m'a dit « Je voulais te dire que l'indice Nikkei a atteint son plus haut niveau pour le reste de ta vie et qu'il va dévisser de 39 000 à 8 000. » Cette prévision s'est révélée parfaitement exacte. Sa réputation n'a cessé de croître, en particulier en Asie et au Japon, où il avait prévu très exactement les grands retournements de tendance. Voilà ce qui a fait le succès de son entreprise. Il avait vu juste. Princeton Economics a acquis une renommée internationale au début des années 80 grâce à ses prévisions. Je sais que Martin conseillait de grandes entreprises au Japon. Bonjour et merci de participer une fois de plus à ce séminaire. Notre séminaire de Princeton Economics se tient régulièrement depuis plusieurs années. Aujourd'hui, c'est notre 14e séminaire. Il était très suivi au Japon. Tous les opérateurs de marché guettaient ces informations et agissaient en conséquence. Parce qu'elles étaient exactes à 99%. J'ai le plaisir d'accueillir Lady Thatcher. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis ravi d'être avec vous. En politique, on ne pense pas forcément en termes de cycle. On devrait pourtant. Il faut retenir les leçons de l'histoire. Sinon, on est condamné à répéter nos erreurs. Un jour, notre ordinateur prévoit une baisse du Deutschmark, mais pas du yen. J'appelle un de nos clients pour lui dire « Ça va basculer d'un moment à l'autre. Je vous conseille de liquider vos positions. » Il me dit « Comment ? Liquider vos positions, c'est tout. » Je quitte le bureau et le temps que j'arrive chez moi, le cours s'était effondré. Mon répondeur était saturé. Oh mon Dieu, mon client a dû se faire tuer. Je l'appelle pour lui demander s'il avait liquidé ses positions. Il rit et me répond « C'était moi. » Comment ça, c'était vous? Il me dit « La chute, c'était moi. » Je lui demande « Vous aviez combien de contrats ?» Il détenait 40 000 contrats, l'équivalent d'1 milliard de dollars en 1985. Le plus grand fonds spéculatif contrôlait 100 millions de dollars. Et je me suis dit, grand Dieu, les ninjas vont venir me démolir. Au début des années 80, on essayait de comprendre comment fonctionnait le marché. Je me suis dit, il faut que je comprenne ce qui se passe. De quoi est-ce que je parle ? Un jour, je lis dans le New York Times que les cycles Pi de Martin prédisaient un plafond du marché, que Marty indiquait au jour près. Je l'ai appelé et il m'a invité à venir le voir dans ses bureaux de Princeton Economics. Je suis arrivé à 4 heures de l'après-midi. Je pensais bavarder 2 heures avec lui. À 9h30 du soir, on discutait toujours.
Il avait une connaissance phénoménale de l'histoire des marchés. Il m'a proposé le poste d'assistant du président. Avant d'aller chez Princeton Economics, je m'étais renseigné sur lui. J'ai appelé Goldman Sachs et je leur ai demandé « Que savez-vous de ce type ?» Les gens de Goldman m'ont répondu « C'est un courtier important en métaux précieux. On s'est retrouvé face à lui à plusieurs reprises. On pensait toujours le battre, mais la plupart du temps, c'est lui qui gagnait. » J'ai appelé Republic Bank. Marty était l'un de leurs plus gros clients sur le marché à terme. Ils m'ont dit qu'ils le tenaient en grande estime. Sur la foi de ces informations, j'ai accepté son offre et j'ai travaillé avec lui. À New York, la Republic National Bank avait plutôt bonne réputation à l'époque. Mais à l'étranger, en Europe, elle passait pour la banque des marchands d'armes et des trafiquants de drogue. On la disait aussi très liée à la mafia russe. Le patron de la Republic National Bank, Edmund Safra, était un homme richissime. Il voulait se retirer des affaires et vendre Republic à la HSBC. Il est mort dans des circonstances mystérieuses dans l'incendie de son appartement à Monaco, à l'époque où Princeton Economics commençait à avoir des problèmes. À peu près à la même époque, Marty a publié un rapport sur les cycles des conflits. Il prédisait un conflit international. La Universal Bank of Lebanon m'appelle pour me dire « Nous avons découvert des documents dans nos caves qui indiquent les cours de la livre libanaise depuis 1850. Pourriez-vous en faire un modèle ?» Bien sûr. On a entré ces données dans l'ordinateur qui nous dit « Dans 8 jours, il y aura une crise majeure. » Vous avez 8 jours, pas un de plus. Le client me dit « Quelle devise me conseillez-vous » Je réponds « Quoi ? Je viens de vous dire que votre pays va s'effondrer dans 8 jours. De quoi on parle ?» 8 jours plus tard, la guerre éclate au Liban. J'ai vu le même processus au moment de la guerre Iran-Irak. Un de nos clients là-bas nous appelle pour nous dire « Demain, les Iraniens vont commencer à attaquer le trafic maritime dans le golfe Persique. Que va faire l'or ?» L'ordinateur ne prédit pas les conflits. En fait, les pays qui se préparent à la guerre procèdent à des transferts de capitaux par anticipation. L'ordinateur enregistre les mouvements de capitaux. Voilà comment on a prévu l'effondrement de la Russie en 1998. On a vu 100 milliards rapatriés en Russie, près de 150 milliards sortir du pays. Manifestement, il y avait un problème. On a compris 6 mois plus tard. Le gouvernement avait transféré 50 milliards de dollars vers des places offshore pour les dissimuler au FMI et obtenir des crédits. La CIA nous a appelés. J'étais au bureau ce jour-là. Marty est venu me voir et m'a dit « Il voulait que je leur donne mon modèle. » Je leur ai dit d'aller se faire foutre, qu'ils n'auraient rien du tout. Ils avaient compris que le modèle permettait de prévoir la montée en puissance ou le déclin d'un pays. C'était capital d'un point de vue géopolitique. Voilà ce qui les intéressait. On comprend pourquoi la CIA voulait le modèle et le code. S'ils peuvent anticiper les conflits, c'est un atout considérable. S'ils obtenaient le code, ils pourraient le reproduire. Seraient-ils capables de le comprendre? J'en doute. Je pourrais réécrire le code avec Marty, mais serais-je capable de le comprendre alors même que je l'écris? Marty est le seul qui comprend les formules qui fondent son modèle.
On disait qu'Edmond Safra avait travaillé pour la CIA. Edmond était toujours acheteur d'or. Il misait sur les métaux précieux. Il manipulait à peu près tout. C'est comme ça qu'il gagnait de l'argent. Je n'ai jamais voulu marcher dans ses combines. Cela ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment tout cela fonctionnait. Nous, on se couvrait pour les variations de change. On essayait d'équilibrer nos portefeuilles sur différentes monnaies pour préserver des emplois. Nous étions le plus grand fonds dans le monde. On gérait plus de 3 000 milliards de dollars. Salut John. Posez ça là. Une signature, s'il vous plaît. Tout a commencé en août 1999. C'était une opération pour spéculer sur les matières premières russes, le pétrole, l'or. Voilà ce qu'ils voulaient. Edmond Safra était le cerveau de l'opération. Edmond était le président de Republic Bank. Ce genre d'opération est l'œuvre d'un groupe, mais Safra occupait le devant de la scène. Tous les autres partenaires restaient dans l'ombre. Ils spéculaient ensemble. Des types comme Khashoggi, Kadhafi, ils étaient tous dans le coup. Les mouvements contre-révolutionnaires iraniens spéculaient sur les matières premières pour gagner de l'argent. C'était une immense mascarade. On ne pouvait jamais savoir qui faisait quoi. On me disait, quelqu'un voudrait vous confier la gestion d'un portefeuille. Oui, qui ça? Je ne peux pas vous le dire, venez le rencontrer. D'accord, je vais le rencontrer, et je me trouve devant un rideau. Je ne peux même pas voir le type. C'est quoi ça? Je leur ai dit, laissez tomber, je ne marche pas. Je veux savoir qui est derrière le rideau. Oui, ils ont pris le contrôle du gouvernement. C'est ça leur méthode. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Ils ne manipulent pas les marchés avec des objectifs à long terme. Ça ne rapporte rien. Ils se demandent simplement combien je peux gagner dans ce trimestre. Ils ne vont pas investir des sommes colossales sur une durée de 20 ans. Malheureusement, il existe une coterie puissante parmi les banquiers d'investissement à New York qui tentent de manipuler les marchés à leur profit aux dépens des économies de pays entiers. On a proposé à Marty de participer à une opération d'arbitrage sur des obligations russes en liaison avec une émission de dette souveraine. L'opération reposait sur l'idée que la situation politique en Russie était stable, que ces obligations ne feraient pas défaut, quoi qu'il arrive, et qu'il y avait un rendement garanti. C'était une opération idéale pour les banquiers d'investissement. Edmond Safra avait organisé un grand dîner à Washington pour le FMI. Ils avaient loué toute la National Gallery. J'étais invité essentiellement pour m'entendre dire « Vous voyez, on a le FMI avec nous, pourquoi ne pas vous joindre à nous? Cessez de jouer contre nous. » J'ai dit « Désolé, la Russie va s'effondrer. Je me fiche de vos associés, je me fiche de savoir qui vous payez. Ça ne marchera pas. » Marty a refusé de participer à l'opération.
Ses modèles économiques, ses études historiques, les mouvements internationaux de capitaux, tout indiquait que la Russie allait s'effondrer. Et, surprise, en 1997-1998, c'est la crise financière en Russie. Le pays est en faillite et les obligations font défaut. Le monde de la finance, qui pensait faire une affaire en or, a pris un gros bouillon. Le fonds spéculatif Long Term Capital Management a fait faillite. La Réserve fédérale a dû sauver des banques parce qu'elles avaient prêté beaucoup d'argent à ce fonds. Des milliards de dollars pour une opération soi-disant sans risque. Tout leur a pété à la figure. Marty avait été le seul à prédire ce dénouement. Ils voulaient tout simplement prendre le contrôle des ressources russes. Les matières premières, le pétrole, voilà ce qui les intéressait. Alors ils arrosent des gens au FMI, et le FMI accorde ses prêts à la Russie. Ils en souscrivent 80%. Si on truque le jeu, si on verse des pots de vin, si on fait tout ça, ça n'est pas de la gestion spéculative. Pourquoi faire de la gestion spéculative si on verse des pots de vin et qu'on est persuadé que c'est une affaire sans risque? Et soudain, ça ne marche pas. Tout leur explose à la figure. Et ils vont voir le gouvernement pour lui dire « Si vous ne nous renflouez pas, vous allez avoir des problèmes. » C'est devenu une guerre entre eux et moi. L'ironie de l'histoire, c'est qu'en 1998, John Meriwether, le patron de Long Term Capital Management, qui a failli faire sauter la planète, poursuit ses activités et crée un nouveau fonds d'investissement. Le type qui avait prévu que l'on entrerait dans une période agitée se retrouve en prison. Un de mes amis avait assisté à l'un de ces séminaires. Martin avait été invité en Australie par une maison de courtage. Il m'a dit que ses performances étaient remarquables. Je suis allé à leur bureau et je me suis présenté. J'ai tout de suite senti que c'était une rencontre exceptionnelle quand j'ai fait sa connaissance. Je me suis dit, je crois que je tiens quelque chose. Je ne sais pas où ça va me mener, mais il se passe quelque chose. Il considérait que c'était très important d'être présent en Australie. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, à rouler dans le désert. Un jour, Martin m'a dit, « Tu veux savoir comment le nombre pi est lié au cycle et au retournement de conjoncture ?» J'ai répondu, « Non, c'est ton secret, garde-le. » Martin dénonçait les auteurs de ces manipulations. Il suffisait de relier les points. Toute leur machination s'est effondrée. Ils se sont fait prendre. Mais ces types étaient très mécontents des articles où Marty les dénonçait. Marty les avait envoyés balader. C'est un opérateur de marché. Il en a révélé les mécanismes, mais il a aussi révélé la collusion entre les grands acteurs du marché. J'ignore dans quelle mesure l'un des acteurs de cette opération a voulu le réduire au silence. Sa gestion était remarquable. Il a un modèle incroyable et c'est un courtier extraordinaire. Il agit entièrement sur la base de son modèle et des chiffres qu'il génère. L'ordinateur tourne toujours? Oui, on va aller voir. Voilà le portable de Tokyo qui a servi à présenter le modèle. C'est incroyable qu'il marche encore.
Le portable de Marty est le premier que j'ai vu. Il y a des graphiques que Martin Armstrong a conçus lui-même. Ils sont restés sur l'ordinateur parce qu'on ne les a pas actualisés depuis 13 ans. Le modèle est toujours dans cet ordinateur. Si vous essayez de le pirater, d'ouvrir un fichier, il détruira le disque dur. Ils n'ont jamais pu pirater son modèle. Par mesure de sécurité, tous les ordinateurs de l'entreprise devaient s'identifier mutuellement pour s'assurer qu'ils étaient tous en ligne. Si un ordinateur ne répond pas, c'est qu'il y a un problème. Tout le système s'autodétruirait. Tout serait effacé. On a tenté de pirater des bases de données de Marty. On a posé des pots de miel, des pièges, pour identifier les pirates. On est remonté à des adresses IP à Langley, Virginia, qui étaient affectées à des agences de renseignement américaines. Tony est sans doute le meilleur hacker que je connaisse. Tony a conçu un système où il a placé quelques petites portes. Le pirate qui veut entrer dans notre système se dit « Ah ah, j'y suis !» En fait, il accède à une fausse base de données où toutes les informations sont bidons. Et nous, on peut observer ce qu'il fait. Marty parlait souvent de ce club, auquel était associé Edmond Safra. On m'avait invité à en faire partie, mais j'avais refusé. Je ne voulais pas de ça. Marty avance quelquefois l'idée que la mort d'Edmond Safra est liée à cette affaire. C'est possible. Si je devais écrire un roman, je développerais cette hypothèse. Marty brode peut-être sur les faits pour imaginer une belle intrigue. À l'époque, j'étais inscrit au barreau de Sydney et Nigel savait que j'avais pratiqué à Hong Kong. Il s'est dit que ça m'intéresserait de rencontrer Martin Armstrong. Martin et Nigel ont créé une équipe de gestion de finances des entreprises et m'ont invité à les rejoindre. Je les ai rencontrés dans une maison au bord de la mer qui appartenait à Martin. Martin n'y vivait pas, il habitait chez sa maman. C'était un homme fortuné, il avait une Ferrari et une maison au bord de la mer, mais vivait chez sa maman et conduisait une vieille Toyota. C'était la soirée annuelle pour tous ses collaborateurs venus du monde entier. Des grands professionnels. Cette soirée était un outil de promotion pour ses modèles et ses prévisions. La fête commençait à 3 heures de l'après-midi et se poursuivait jusqu'au lendemain. Les gens s'amusaient bien, ils venaient d'Angleterre, de Hong Kong, de Tokyo et des États-Unis. Tout le monde était là. Il avait invité les courtiers de Republic Bank. Bill Rogers, le type de Republic, est arrivé dans une limousine avec des caisses de bière. On s'est dit, ce type a perdu les pédales.
Ces types étaient des caricatures. Des personnages d'un feuilleton télé sur les financiers flamboyants de Wall Street. Les limousines, les cigares, le champagne dans la voiture. Je trouvais ça ridicule. Mais c'était leur truc. Bill Rogers était courtier chez Republic. À partir de 1998, j'ai constaté qu'il opérait pour son compte. On a fini par le savoir. J'ai appelé Marty. Il était dans sa maison au bord de la mer. Et je lui ai dit, « Marty, qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a répondu, « On dirait que mon courtier me vole. » Je me souviens d'un détail. C'était à l'époque où tout a commencé. J'étais allée le voir à la maison en bord de mer et il m'a dit « Les affaires vont mal ». Mon père ne m'avait jamais rien refusé. Quand je lui disais « Papa, j'aurais besoin que tu m'aides, je veux faire ci ou ça », il était toujours d'accord. Je lui ai dit « J'aimerais acheter ce cheval ». Il n'était pas cher, mais je n'avais pas cette somme. Il m'a répondu « Tu ne peux pas sauver tous les animaux de la planète ». Je me suis dit « Tiens, ça ne lui ressemble pas ». J'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. Et tout s'est passé très vite. Il m'a fait peur ce jour-là. Je savais qu'il était préoccupé. Les types de Republic Bank se servaient illégalement des comptes clients. Toute cette affaire est partie de là. Si vous avez des comptes créditeurs, ils vident votre compte et prêtent cet argent à court terme. Ils sont remboursés en 24 heures. On appelle ça du parking. Ils se font de l'argent comme ça. Mais ils se sont trompés en recréditant les comptes. J'ai appelé Republic Bank. Qu'est-ce qui se passe sur ce compte? Vous utilisez mon argent pendant le week-end? Vous n'avez pas le droit de toucher à mes dépôts. Le lundi suivant, je suis allé voir mon avocat. On leur a donné une semaine pour recréditer le compte. Sinon, on portait plainte. J'ai rappelé Republic Bank pour leur dire « Je veux venir discuter de tout ça. Je veux savoir ce que vous faites. » Mais il avait dû se passer quelque chose parce qu'ils m'ont dit que Safra était allé à Monaco pour des raisons de sécurité. Vous ne pouvez pas le voir. Le jeudi suivant, 4 jours plus tard, le FBI était dans mon bureau. J'ignorais à l'époque qu'il faisait chanter Eltzin. On est en août 1999. Eltzin va se présenter aux élections de 2000. Je pense qu'il voulait mettre la main sur la Russie en forçant Eltzin à se retirer et placer un ami de Safra à ce poste. Berezovsky est leur candidat à la présidence. En Russie, Berezovsky possède des chaînes de télévision, la compagnie Aeroflot. Ils arrivent à convaincre Eltzin de prélever 7 milliards de dollars sur les prêts du FMI. Cet argent va être viré à Genève pour financer, soi-disant, la restauration du Kremlin. Mais le virement est effectué par la Bank of New York, alors que c'est Republic Bank qui traite toutes les opérations russes. C'est très étrange que ces 7 milliards de dollars transitent par la Bank of New York. À ce moment-là, Safra alerte le gouvernement et leur dit « Il semblerait que la Bank of New York a blanchi 7 milliards de dollars. » Ensuite, il menace Eltzin. « Si vous vous présentez aux élections en 2000, on révélera que vous avez volé 7 milliards de dollars sur le prêt du FMI. » Eltzin comprend qu'il a été piégé.
Ils lui disent « On vous protégera, mais il faut démissionner ». Le vendredi 27 août, ils ont vidé nos comptes. Je vais voir mes avocats le lundi suivant. Je leur dis « Republic Bank a pris cet argent. Comme je ne peux pas joindre Edmond, si vous ne rendez pas cet argent, nous allons porter plainte à la fin de la semaine. » Les types de Republic Bank me disent « Voilà les numéros de téléphone où on peut contacter Edmond. » Je les donne à mes avocats et nous déposons plainte en demandant communication des enregistrements de ces lignes. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я ухожу. Я сделал все, что мог. Владимир Владимирович Путин. Voilà comment Poutine est arrivé au pouvoir. Un parfait inconnu, venu de nulle part. Poutine prend le pouvoir et dit « Laissez-moi faire, je me charge de tout ». Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais Safra est tué le 3 décembre. Et voilà pourquoi le club explose. Plus rien ne marche. C'est toujours comme ça. Je voulais que le procès se tienne rapidement, au plus tard en mars 2000. Je vais voir mon avocat. Nous les menaçons de les poursuivre en justice. Le gouvernement s'oppose à ce que nous réclamions les enregistrements des conversations de Republic Bank. À ce moment-là, ils protègent Republic Bank. La mort de Safra semble leur avoir fait très peur. Qu'y avait-il sur les enregistrements des conversations de Safra? Le gouvernement nous interdit d'en avoir communication. Ces enregistrements devaient disparaître. C'est alors qu'ils ont commencé à faire pression et Marty nous a dit « J'avais sous-estimé le pouvoir de ce club ». Quatre ou cinq agents du FBI ont débarqué. Ils ont tout pris, les enregistrements qui se trouvaient là, tout ce qu'ils ont trouvé dans sa chambre. Ils ont fouillé mon cabanon, la cave, partout. Ils ont retourné toute la maison. À ce moment-là, ils veulent que je plaide coupable de complicité de fraude avec Edmond Safra. Ils me disent « Vous n'irez pas en prison, vous serez remis en liberté ». Je leur réponds « Non, je ne marche pas. Je ne veux pas être mêlé à toutes ces magouilles. Monaco, Poutine, tout ça. » J'étais au bureau quand le FBI est venu fouiller toute la maison. Ils nous avaient appelés et la réceptionniste nous a dit « Le FBI est là ». Après ça, il ne pouvait plus retourner à son bureau. Des tas de gens sont partis immédiatement. Au siège, il y avait ceux qui voulaient résister et ceux qui voulaient partir. J'ai appelé un ami pour lui dire « Je crois que je vais avoir besoin d'un avocat ». Le lendemain, l'avocat m'appelle et me dit « Vous avez été bien inspiré de m'appeler parce qu'ils ont prévu de venir vous arrêter demain à 5 heures du matin, menottés devant vos enfants, avec un gros déploiement de police devant chez vous. » J'ai demandé « Mais pourquoi font-ils ça ?» Il m'a répondu « C'est la procédure habituelle pour vous intimider. » Alors j'ai dit « Je ne veux pas être mêlé à ça » et j'ai démissionné. Quand ils ont lancé cette opération, on a fermé boutique. Les autorités japonaises ont débarqué au bureau de Princeton un beau matin. Il était temps de partir, les rats ont quitté le navire. Personne n'a vraiment gagné.
C'était épouvantable. La surprise fut totale. La brigade financière de Tokyo est venue saisir les comptes. Martin fut accusé d'avoir détourné une somme inimaginable. Au début, je me suis dit qu'il avait dû enfreindre la loi. J'ignorais tout de cette affaire. Mes seules sources étaient les journaux. Je suis allé à New York avec Nigel Kirwan. Je voulais comprendre ce qui se passait. Il y avait des boîtes de dossiers et Martin était là. Neil Macpherson et moi, nous sommes allés à New York et nous avons vu Martin au Chrysler Building. Je m'en souviens très bien. Je ne crois pas qu'ils savaient ce qui les attendait avec le juge Owen. J'étais dans les bureaux de Tenzer Greenblatt au Chrysler Building. Il y avait là des avocats venus de Londres, de Tokyo, du New Jersey. Tout le monde était là. Il y avait bien 5 ou 6 cabinets d'avocats. Mon fils m'appelle pour me dire « Le FBI est venu pour t'arrêter ». Quoi? À ce moment-là, mes avocats m'ont dit « Il faut sortir de New York ». Vous ne comprenez pas? La procédure est différente à New York. Je ne comprenais pas. Je croyais que la loi, c'était la loi. On s'est rendu à Trenton, dans le New Jersey. De là, il a appelé le procureur pour lui dire que j'étais prêt à me livrer, mais à Trenton, dans le New Jersey. C'est là que Republic Bank a inventé cette histoire d'un système de Ponzi, prétendant que j'avais un trou dans la caisse, alors que c'est eux qui s'étaient servis dans mes comptes. Marty était accusé d'avoir organisé un système de Ponzi de 3 milliards, parce que c'était la somme qui avait transité par ses comptes. Je peux vous dire ce qui s'est passé. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui le défendraient, d'autres qui jureraient qu'il est coupable. Si vous voulez savoir si Marty a eu raison de plaider coupable, c'est à lui qu'il faut poser la question. Selon la presse, Marty avait provoqué la plus grande débâcle financière du XXe siècle. Voilà un type qui était inculpé d'avoir créé un système de Ponzi sur des carry trades sur le yen, des emprunts hypothécaires de seconde main et des couvertures de change à terme. Qui est-ce qui va comprendre de quoi on parle? C'est impossible. Le dossier d'accusation contenait 1 million de pages. Comment traiter ça? Et presque tout en japonais. Je n'ai pas vu la trace d'un système de Ponzi en examinant sa trésorerie. Au contraire, ses comptes étaient positifs. Quand on a réalisé des profits pour ses clients, on n'a pas besoin de nouvelles rentrées d'argent pour payer ses investisseurs. Ils me condamnent pour ce qu'ils font eux-mêmes. Un système de Ponzi consiste à prendre l'argent d'une personne pour le donner à une autre sans qu'il y ait eu d'opération bénéficiaire. Voilà la définition légale d'un système de Ponzi. La ville de Mayence, où Gutenberg avait installé son imprimerie en 1448, faisait exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Ils émettent de nouvelles obligations pour payer les dettes passées. Voilà malheureusement comment fonctionne le gouvernement. Ils vous promettent une pension de retraite, ils font beaucoup de promesses, mais les caisses sont vides. Rien ne change vraiment. L'histoire se répète parce que les passions humaines ne changent pas. Les hommes politiques d'autrefois étaient aussi corrompus qu'aujourd'hui. Les autorités sont intervenues, elles ont fermé tous les bureaux, comme d'habitude, et ont saisi tous les comptes. Alan Cohen, le liquidateur, a retenu la qualification d'outrage à la cour, parce que Marty n'avait pas livré tous ses documents.
Premièrement, Cohen est un ancien associé du juge Owen. En outre, Cohen est le gendre du procureur. Alan Cohen avait été le greffier du juge Owen. Ensuite, il avait été substitut du procureur avant d'entrer dans un cabinet d'avocats. Le juge Owen l'a nommé liquidateur. Owen avait déjà saisi toutes les provisions d'honoraires des avocats de Marty. Il n'avait plus d'argent pour payer ses avocats. Il se retrouvait sans avocat. Je me souviens quand Tom Schaublum est entré dans cette affaire. Il avait été procureur et il était devenu avocat. Tom est arrivé et on ne pouvait pas le payer correctement. Nous n'avions pas grand-chose. Mais il s'est chargé du dossier pendant des années sans être rémunéré. Il nous a donné un peu d'espoir quand plus personne ne voulait s'occuper de nous. Marty a été sommé d'apporter tous ses documents au tribunal. Il voulait un buste de Jules César, des lingots d'or et des monnaies anciennes. Voilà le départ de l'affaire. Il est très attaché à ces monnaies. Elles sont ses enfants, ce sont elles qui l'ont aidé à concevoir son modèle et comprendre le fonctionnement des marchés. Il y est très attaché. Tous ces objets se trouvaient au siège. Ils ont tout pris, Marty a pris tout ce qu'il avait chez lui. Il l'a chargé dans le coffre de la voiture de sa mère et l'a apporté au cabinet d'avocats au Melveny Myers. Il y avait des monnaies, des bustes. Il a déposé pas mal de choses. Alan Cohen lui dit « Vous n'avez pas livré tout ce que vous étiez censé nous remettre. » Il y a eu une audition pour outrage à la cour, présidée par le juge Owen. Certains de mes amis ont dit « Nous allons nous porter caution, en liquide. » Refusé. Non, nous voulons les actifs, pas l'argent. Pouvez-vous nous donner la liste de ces actifs? Vous savez très bien de quoi nous parlons. Il voulait juste m'empêcher d'avoir un procès. Un juge a tous les pouvoirs. Il vous ordonne « Mettez-vous debout contre ce mur. » Non, je refuse. Très bien, je vous inculpe d'outrage à magistrat. Cette charge était un autre prétexte. Les banques contrôlent le gouvernement. Comment? C'est très simple. Le gouvernement ne vend pas ses émissions obligataires directement au public. Il passe par ce qu'on appelle des spécialistes en valeur du trésor. Le gouvernement vend ses obligations aux banques qui les revendent ensuite. Chaque fois que les banques ont des difficultés, elles disent au gouvernement « Si vous ne nous tirez pas de là, on ne pourra plus vendre vos obligations. » Voilà le levier que les banques possèdent sur le gouvernement. Et voilà qu'Alan Cohen entre au conseil d'administration de Goldman Sachs. Voilà comment ça marche dans ce milieu. Cohen prétend que Marty ne lui a pas remis d'ordinateur. Cohen et Schiavone, le liquidateur et son conseil, sont associés au cabinet O'Melveny & Myers. Cohen est membre du conseil d'administration de Goldman Sachs. Il voulait tout simplement le code source. C'est du texte. Il ne pouvait pas l'exiger. Pourquoi est-ce que Schiavone veut le code source? Que va-t-il faire avec? Il nous traîne en justice sur des charges fabriquées de toutes pièces. Il s'agissait simplement d'intimider tout le monde et de saisir autant d'actifs que possible à leur profit. Je suis certain que Cohen et Schiavone avaient des clients qui voulaient le modèle. Mais c'est Marty qui détenait le code source. Pourquoi l'aurait-il laissé dans l'ordinateur qu'il leur a remis? Il est dans sa tête. Ils me disent « Nous voulons le code source ». Pas question, vous ne l'aurez pas. Vous pouvez me tuer si vous voulez, je m'en fous, mais vous ne l'aurez pas. Ils se mettent à chercher l'argent. Vous devez nous livrer ces pièces d'or que vous avez cachées, ce buste de Jules César en possession d'un tiers, un carnet qui a été détruit, des trucs de ce genre. C'est devenu une gigantesque toile d'araignée. Il était la mouche au milieu de la toile, il était pris. Et toutes ces petites araignées venaient l'attaquer. Ça venait de partout. C'était évident.
Chiavoni m'appelle pour me dire « Nous sommes les États-Unis d'Amérique, nous avons une juridiction mondiale. » Tout a commencé avec Marty, ce que nous comprenions. Mais nous étions aussi menacés à présent. Je recevais des menaces venant des États-Unis, mais personne ne m'en donnait les raisons. J'ai dit à M. Cohen que je n'avais pas à obéir aux ordres d'un juge de l'État de New York, mais en tant qu'avocat, j'étais prêt à coopérer. Je n'ai plus entendu parler de M. Cohen. À partir de ce moment-là, notre vie a complètement changé. Nous préférions en rire. Nous avions l'impression d'être dans un mauvais film policier. Edmond Safra, qui pesait des milliards de dollars, était protégé par d'anciens militaires israéliens, des anciens des forces spéciales américaines, et il s'est fait tuer. Quelle chance avais-je de m'en sortir? C'était devenu de la folie de traiter avec ces individus aux États-Unis. Je n'ai jamais eu affaire à des types aussi brutaux, grossiers et vulgaires. Leslie vous le dira, nous avions mis au point un mot de passe. Neil m'a dit, s'il dit ce mot à la porte, ne le laisse pas entrer. Si on entendait ce mot, on fermait tout. On ne laissait entrer personne. Tu appelles la police. Les flics sont venus me voir pour me demander si j'avais été en affaire avec lui. Est-ce que vous avez les factures? Oui, il payait toujours par chèque. Ils n'ont pas cessé de me harceler. Ils sont revenus plusieurs fois, ils voulaient toujours plus de documents. Je leur ai donné tout ce que j'avais. Finalement, je leur ai dit, c'est tout ce que j'ai. Je ne peux pas vous donner des documents que je ne possède pas. Et là, j'ai entendu le mot justice. Il venait du ministère de la Justice. Ils ne croyaient pas un mot de ce que je leur disais. Le juge Owen dit « Je ne vous crois pas ». Il a griffonné sur un bloc qu'il remit à l'officier de police et on l'a conduit en prison. C'était le 14 janvier 2000. Il est devenu très amer quand il est allé en prison. Il n'avait plus aucune confiance dans le gouvernement. Nous faisions notre possible pour aller le voir 2 fois par mois. Je priais le Seigneur pour qu'il me laisse vivre assez longtemps pour le voir libre. J'ai dit à Alan Cohen, c'est Republic Bank qui a détourné cet argent. On peut suivre les transferts, on sait où va l'argent. Il ne s'agit pas de 100 $ qu'on fourre dans sa poche, il s'agit de milliards de dollars. Il me répond, non, nous croyons ce que nous dit Republic Bank. À un certain moment, il était vraiment désespéré. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il pensait même au suicide. Il m'a dit, si je ne sors pas d'ici, c'était très dur. Il disait, tant que je serai en vie, ils ne lâcheront pas le morceau. Et c'est à vous qu'ils s'en prendront. Pendant une période, courte heureusement, il a craqué. Et il a cru que c'était la seule issue. Mais je crois qu'il faut toucher le fond pour rebondir et continuer à se battre. C'est ce qu'il a fait. À partir de ce moment-là, il n'a plus jamais fléchi. Il voulait se battre jusqu'au bout, sans rien céder. Quand Martin Armstrong était en prison, Neil disait qu'il était têtu et qu'il se battrait sans jamais renoncer, quoi qu'il arrive. Ce qui le touchait le plus, c'était l'impact que cela avait sur sa mère. Elle n'était plus toute jeune. Elle doit avoir 90 ans maintenant. On avait humilié son fils devant ses yeux. Il était très malheureux de ce qui lui arrivait. Vicky, sa fille, a été profondément blessée. Ils ont commencé à faire circuler des rumeurs. C'était un événement dans une petite ville comme la nôtre. C'était pénible, mais je n'en croyais pas un mot. Je n'ai plus lu les journaux. Cela me mettait en colère.
Je suis allé voir Martin en prison, peu de temps après son incarcération. Je n'ai pas pu le voir en tête-à-tête. Nous étions entourés de 20 ou 30 détenus. J'étais assez nerveux. Je n'avais pas l'habitude de ce genre de situation. Je suis allé avec mes collègues discuter de la possibilité de faire refonctionner Princeton Economics Institute, le temps que Martin règle ses problèmes avec la justice. Nous étions prêts à remettre l'entreprise à flot financièrement, à conserver les emplois, à poursuivre les recherches. Ils s'en foutaient complètement. Schiavone du cabinet d'Alan Cohen m'a dit « On s'en fout que vous ayez de l'argent pour refinancer Princeton. On veut le code source. » C'était clair comme de l'eau de roche. Ils voulaient mettre la main sur le logiciel du modèle économique de Martin, à n'importe quel prix. On a renoncé à discuter. C'était impossible. Republic Bank plaide coupable. Personne ne va en prison. Tout le monde a été remboursé. And you look at the transcript. Cohen then stands up. Okay, now if there is S'il n'y a pas de victime, no victim, how can I be? pourquoi dois-je être toujours en prison pour restituer des fonds que personne ne réclame? Il n'y a pas de demande de restitution. Il faut lire le compte-rendu des séances. Cohen, à ce moment-là, se lève et dit « Oui, mais il y a eu une autre fraude avant Republic Bank. Une fraude énorme. Mais il n'en existe aucune trace. » Si les victimes ont été remboursées, pourquoi doit-il toujours être incarcéré pour outrage au tribunal? Ils n'en avaient que faire. Ils l'ont gardé en prison. Tous les 18 mois, le juge Owen tenait une audience. Monsieur Armstrong, êtes-vous résolu à nous remettre ses actifs? Non. Boum, retour en prison pour 18 mois de plus. Il a suivi la règle des 18 mois, mais au lieu de le libérer, comme le prévoient les textes, il s'en servait pour le renvoyer en prison pour 18 mois. Ils ont continué à enchaîner ces périodes de 18 mois pendant 7 ans. J'ai dit au juge, vous n'avez pas le droit, au regard de la Constitution, d'agir ainsi. Il me répond, mais si, j'en ai le droit, je suis un magistrat fédéral, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Pendant 7 ans, Marty est incarcéré avec des trafiquants de drogue, des terroristes, la lie de l'humanité. Personne n'a jamais été incarcéré aussi longtemps pour outrage au tribunal. Marty n'a jamais eu la possibilité de se défendre devant un tribunal. Vous me comprenez? Marty a été incarcéré de 2000 à 2006, non pas parce qu'il a été reconnu coupable d'un crime, pour ce dossier, mais parce qu'il résiste aux autorités. Nous avons 5 maisons en vente depuis novembre, sans succès. Normalement, autour de Noël, on réalise une trentaine de ventes dans la baie. Je sais, ils se sont passés le mot. Les banques font pression, c'est certain, c'est comme ça. Le marché n'est pas bon en ce moment.
Cette tempête juridique a duré des années. Je ne peux pas en parler sans être pris par l'émotion. Cohen et Schiavone ont fait feu de tout bois. Qu'il s'agisse de calomnies livrées aux journaux, ils ont tout essayé. Peu à peu, les gens se détournaient de nous, me demandaient de démissionner des conseils d'administration pour qu'ils ne soient pas associés à tout ça. Si on affiche mon nom dans Google, tous ces articles de presse de caniveau continuent à apparaître. Tout s'est effondré. Dernière enchère. Vous pouvez acheter ou faire une offre supérieure. Est-ce que j'ai un acquéreur ou une offre? Quand nous avons fait connaissance, Nancy m'a dit « À propos, mon frère est en prison. » J'ai été un peu surpris. Je lui ai dit « Je ne voudrais pas être indiscret, mais pour quel motif ?» Elle m'a répondu « Le gouvernement l'accuse d'avoir organisé un vaste système de Ponzi. » Et il a dit à sa mère « Ils veulent me prendre ce que j'ai mis une vie à concevoir. Mais je ne leur donnerai pas. Ils ne l'auront pas, parce que leurs mobiles sont méprisables. » Nous allions le voir une fois par semaine. Il était toujours très occupé. Quand on voulait lui parler, il répondait « J'ai beaucoup de travail. » « Qu'est-ce que tu fais ?» Il ne cessait d'écrire et les gens attendaient ses articles quotidiennement. Il était devenu un quotidien financier. Voir quelqu'un qui avait traversé un tel enfer se remettre à écrire depuis sa cellule et être parfaitement au courant de l'actualité derrière les barreaux, c'était impressionnant. Ces rapports sortaient en douce de la prison et étaient mis en ligne par des gens qui s'intéressaient à ses travaux. Tous les graphiques étaient faits à la main. C'était remarquable. La grande force de Marty, c'est sa connaissance de l'histoire et de l'histoire financière. Il y avait beaucoup de choses très intéressantes dans ce qu'il écrivait en prison. Mon graphique des cycles est fondé sur les cycles pi de Marty, tout simplement. Je me dis, je suis probablement l'un des seuls à savoir que le prochain renversement de cycle interviendra le 24 février 2007. Ce genre de choses n'arrive que tous les 8,6 ans. J'ai tout vendu à découvert ce vendredi-là. Je l'ai fait en me fondant sur les recommandations de Marty qui était en prison. Je me suis réveillé lundi matin, j'ai allumé la télé, et boum, la Chine, moins 5%. Hong Kong, moins 5%. L'Europe chute de 3,5%. Les États-Unis, moins 2%. Personne ne l'avait vu venir. C'était un événement totalement inattendu. Le genre de situation qui vous donne la chair de poule. Et je me suis dit, bon sang, ça a marché pour de vrai. Je ne pensais pas qu'il sortirait. J'étais convaincu qu'il mourrait en prison. Il avait l'air brisé, il était livide. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois. Il était impossible de le joindre. Un certain M. Brown est venu le voir dans sa cellule pour lui dire « Je suis désolé de vous savoir incarcéré depuis si longtemps.
Ils vous garderont ici jusqu'à ce que vous cédiez. J'ai engagé des détectives privés pour retrouver la trace de ce type. Ça fait plaisir de vous revoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Venez, entrez. J'étais responsable de la bibliothèque juridique à la prison métropolitaine de New York. Armstrong est venu me voir. Au terme de la loi, je suis tenu de fournir une assistance juridique à tous les détenus. C'est comme ça que j'ai fait sa connaissance et que nous sommes devenus amis. Il venait me voir, copiait des documents et les lisait dans sa cellule. Il revenait le lendemain, il les avait examinés, il voulait étudier d'autres jugements, il faisait des rapprochements. C'était une épreuve de force entre lui et le gouvernement. Marty vous a-t-il dit qu'il était incarcéré pour le faire craquer? Je recevais des mémos de plus haut. Est-ce que l'on peut raccourcir ses heures hors de cellule? Est-il nécessaire qu'il fréquente la bibliothèque juridique? Une seule personne est habilitée à donner ce genre d'instructions, un responsable des services pénitentiaires. Je pense qu'Owen, le juge attaché à la prison métropolitaine de New York, avait été chargé de faire craquer Marty. Qu'en pensez-vous? Owens dépend du procureur. Il reçoit ses instructions de plus haut. On lui dit « mettez-le à l'isolement ». Owens va passer le message et dire « mettez-le à l'isolement ». Brisez-le jusqu'à ce qu'il avoue le crime dont on l'accuse. Il plaçait souvent des espions dans la prison pour obtenir une confession ou pour faire parler les individus qu'il visait. C'est de la manipulation, c'est stupide et injuste. Les gardiens sont venus le chercher pour le placer dans une cellule d'isolement. Il y en a une vingtaine de ces cellules. Elles sont très inconfortables, avec un matelas très mince. On sert la nourriture sur un plateau que l'on passe par le judas comme à Alcatraz. Et il faut couvrir tout ça. J'ai eu la visite de 2 individus du département de la justice il y a une semaine. Ils voulaient savoir si j'étais au courant de la situation de Martin Armstrong. J'ai refusé de leur répondre. Je n'avais pas de raison de leur parler. Désolé. J'avais le sentiment que c'était une cause perdue. Pendant longtemps, je ne voyais pas d'issue. Cela pouvait durer indéfiniment. Il n'avait pas été condamné. C'était sans fin. Je savais qu'il ne céderait pas. Et eux non plus. Pendant très longtemps, nous avons pensé qu'il ne sortirait pas, que ça ne finirait jamais. On m'a appelé un mercredi soir et on m'a dit « Votre client va plaider coupable ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous feriez mieux de venir demain, nous allons proposer une transaction à votre client. Il était au trou. J'ai dit « Pourquoi était-il à l'isolement » On vous expliquera tout ça demain. J'ai pris le premier train pour New York et je me suis rendu dans le bureau du procureur fédéral. Marty était là. Il avait une tête épouvantable. Il avait l'air épuisé. Ils me disent « Voilà notre offre. Vous voulez un procès? Vous l'aurez, on le sortira de l'isolement et nous demanderons une peine de 135 ans. Ou alors, vous plaidez coupable pour une peine de 5 ans et il ne s'agira plus de vous. Tout ce que vous aurez à faire sera de reconnaître que vous étiez complice des agissements des courtiers de République. Vous pourrez demander à la Cour que votre peine soit couverte par votre temps d'incarcération pour outrage à magistrat. Ils avaient préparé un mémoire qu'ils devaient lire. J'ai voulu l'amender, on m'a dit non, il faut le lire en l'état. Le juge nous a dit, je crois comprendre que vous avez un mémoire que vous voulez me soumettre. Voilà, c'est ça. Vous le lisez et on vous laissera discuter de la peine déjà effectuée.
C'est ça ou un procès arrangé où je n'ai aucune chance. Assorti d'une menace de 135 années de prison. Je n'avais pas vraiment le choix. Il ne serait probablement jamais sorti s'il n'avait pas consenti à plaider coupable. Sa seule chance était de plaider coupable d'un délit. En échange d'une libération, Marty a plaidé coupable de collusion avec les responsables et des courtiers de République. Il n'y a jamais eu de procès. On n'a jamais examiné de preuves. Est-ce qu'il y avait des preuves de la complicité de Marty dans cette fraude? Non, aucune. Ce n'est pas ainsi que je conçois la loi. La loi ne consiste pas à intimider, contraindre et terroriser les gens pour obtenir une condamnation par tous les moyens. La loi exige que l'on présente les preuves publiquement et honnêtement et laisser le jury décider s'il y a matière à poursuite. Il vaut mieux relâcher un coupable que de condamner un innocent. Il a entamé sa peine à Fort Dix. L'administration pénitentiaire a refusé de prendre en compte les années d'incarcération pour outrage à magistrat. Dans cette affaire, tout le monde a abusé de ses pouvoirs. Finalement, quand il a accepté de plaider coupable, nous savions que c'était très dur pour lui. Mais on pensait tous, bon, tu sais enfin quand tu sortiras, c'est tout ce qui compte. La prison métropolitaine de New York, c'est un immeuble. J'étais pâle comme un linge. Je n'avais pas vu le soleil depuis 7 ans. Quand je suis sorti pour la promenade, il pleuvait. J'avais l'impression d'être dans le film Les Évadés. Tout le monde me disait « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Il pleut, c'est la première fois que je sens la pluie depuis 7 ans. » C'était délicieux. Je pense que le monde a réellement besoin de sa vision de la finance. Les recherches qu'il mène permettent de comprendre la crise financière que nous traversons. Nous voyons approcher une tempête majeure. Le cycle de guerre va s'accentuer en 2014. Les conflits vont se multiplier dans le monde. Chaque sommet du cycle est marqué par un conflit. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. L'aggravation du cycle de guerre en 2014 va provoquer de nombreux bouleversements. Les conditions économiques sont largement responsables des guerres. Quand tout le monde est content de son sort, personne ne bouge. Quand les gouvernements ont des problèmes, quand ils n'arrivent plus à payer leurs dettes, cette frustration gagne les hommes politiques et le cycle s'enclenche. Après 2015, on assistera à une crise de confiance majeure à l'échelle de la planète. Les actifs vont s'apprécier, atteindre un sommet le 1er octobre 2015.
La crise de la dette atteint une phase critique à partir de 2016 jusqu'en 2020. On verra alors une montée des taux d'intérêt parce que les banques vont devoir se refinancer. Avec l'augmentation des prêts bancaires, les taux d'intérêt vont décoller. Aujourd'hui, les taux sont très faibles. Il suffit d'une variation modeste pour alourdir la charge de la dette qui va exploser. Nous devons interdire par la loi le recours à l'emprunt par les gouvernements. Un point, c'est tout. Quand ils commencent à emprunter, c'est le début de la fin. Pourquoi empruntez-vous? Avez-vous l'intention de rembourser? Ils vous diront « Quelle question idiote ! Bien sûr que non !» On revient à la situation des années 1860. On émet de la dette qui sert à payer les intérêts. C'est exactement comme au début. Mais nous sommes gouvernés par des crétins, croyez-moi. Quand la situation en Europe et au Japon s'aggrave, les capitaux vont se déplacer vers les États-Unis, ce qui va pousser le dollar à la hausse. S'ils craignent une crise en Europe, les capitaux vont aller ailleurs. C'est toujours comme ça. Il suffit d'étudier l'histoire pour savoir où cela nous mène. Pas besoin de s'appeler Nostradamus, il suffit de voir ce qu'ils ont fait dans le passé. Ils font toujours les mêmes erreurs. J'ai une famille, je veux assurer l'avenir de mes enfants. Il faut nous organiser pour l'avenir, en étant lucides sur le fonctionnement de l'économie. Il n'y a que 3 possibilités, le défaut de paiement, l'inflation ou la restructuration. Il faut restructurer les dettes, sinon la civilisation occidentale va être balayée. C'est un tour sur les montagnes russes. Vous pouvez payer en entrant ou bien à la sortie. Qu'est-ce que vous préférez? Moi, je préfère savoir où je vais quand je monte dans la nacelle. Je ne veux pas payer à la fin. Qu'est-ce qui me restera? Rien, peut-être. À ce moment-là, on aura des émeutes, du sang dans les rues. Parce que les gens comptaient sur cet argent et il a disparu. Je n'ai jamais vu un visage aussi heureux que celui qu'il avait quand il a franchi cette porte. Quand il est rentré chez lui, c'était très émouvant. Il a dit « Quand je rentrerai à la maison, je ne veux pas de poulet et pas de riz. » C'est tout ce qu'on lui donnait, du poulet et du riz. Quand il est rentré chez lui, ses amis dans le monde entier voulaient lui parler, sans se rendre compte du décalage horaire. On l'appelle d'Australie, il est 2 heures du matin ici. Je n'ai pas eu de nouvelles de Martin avant de l'appeler chez sa sœur. Il avait très envie de parler. On a discuté pendant 3 ou 4 heures et on a fini par aborder ce qu'on allait faire pour relancer Princeton Economics. 11 ans avaient passé. On avait tous traversé des moments difficiles. Top là. Lève ta main. Top là. Aujourd'hui, je m'occupe des maisons de mes amis et de leurs chiens. C'est bien, mais un peu juste pour retrouver la vie d'avant. Mais ça se passe bien. Et j'ai toujours mes amis et ma famille. I did, it was amazing. Right, okay, so there's a lot of bending.
Je voudrais d'abord vous remercier. Nous relançons Princeton Economics. C'est formidable de vous voir ici ce soir. Ça fait un bail. Merci d'être venu. C'est ma revanche, non? À la vôtre. J'ai découvert que nous sommes tous des enfants de la lumière. Il faut comprendre le cycle de l'évolution. Le soleil. Cela ne m'arrive qu'une fois par décennie. Regardez vous-même. La première carte. Les 13 dernières années, vous protégez quelque chose. Pas vous, peut-être. Quelqu'un d'autre. On dirait qu'une amitié va jouer un rôle important dans votre existence à venir. Vous ne serez pas seul à la fin. Bien. Je pense que vous êtes d'accord. Oui, je comprends. Vous avez eu une vie très intéressante.